Cette vidéo est sponsorisée par Optik Unterlinden. Aujourd'hui les gens, on va parler astronomie. Et s'il y a un truc dont je me suis rendu compte, c'est à quel point on peut avoir des préjugés sur cette activité. Principalement, il y a deux préjugés qui sont bloquants quand on s'intéresse à l'astronomie mais qu'on pratique pas. Premièrement, ça coûte une fortune. Voilà. Ça coûte un bras pour avoir un truc un peu sérieux, un peu correct, et qui est au-dessus de ce qu'on pouvait avoir quand on avait 10 ans à 49 balles, les lunettes en plastique. Et deuxièmement, un télescope, c'est une tannée sa mère. À monter, à configurer, à calibrer, genre il faut 3 ans d'études si on veut juste regarder la Lune, quoi. Optik Unterlinden, c'est une boutique d'astronomie à Colmar, dans le Haut-Rhin, mais également un site internet sur lequel on peut évidemment acheter en ligne. Bon alors, préjugé numéro 1, si je vous montre ce machin-là, c'est un télescope Dobson 200 mm qui permet d'observer aussi bien la Lune et les planètes que le fond de l'espace, les nébuleuses, les galaxies. Ce machin-là, qui franchement fait 3/4 de ma taille, moi, spontanément, je m'imagine que ce truc-là, ça vaut 7000 balles, 5000 balles, j'en sais rien. Cet appareil-là, on peut voir la Lune, évidemment, les planètes, le fond du ciel, les galaxies. Si vous avez un beau ciel, en gros, vous pouvez voir ce que vous voulez. Et c'est à moins de 500 balles. Perso, j'ai acheté un Mac 127 particulièrement adapté pour observer la Lune et les planètes. Avec, et puis là, c'est le deuxième préjugé, une calibration qui est faite automatiquement par une appli en Wi-Fi. Et une motorisation qui permet un suivi automatique du point qu'on vise. Et le tout, pareil, genre 500 balles. Alors, je dis pas, il y a évidemment des modèles très professionnels et très énervés qui valent très cher. Oui. Mais moi, ce que j'essaye de vous dire là, c'est que vous pouvez débuter en astronomie, vous pouvez vous approcher du domaine avec déjà du matériel précis et de qualité, sans avoir besoin de vendre un organe. Un exemple tout con. Les yeux de hibou. Ce sont de très courtes jumelles qui ne permettent pas tant le grossissement, ça grossit 2 fois, pas tant le grossissement que l'amplification de la luminosité, de la lumière qui arrive. La nuit, vous les collez sur les yeux, et là, d'un coup, partout où vous regardez dans le ciel, vous verrez des étoiles. Beaucoup plus que vous n'en voyez à l'œil nu. Ah, et tant qu'on y est, je rappelle, j'ai déjà dit, mais je le rappelle, le 12 août prochain, éclipse partielle du soleil visible depuis toute la France. Surtout, pas regarder directement à l'œil nu. Donc on pense à acheter des lunettes d'éclipse. Ils en ont sur le site, ça vaut 3 ou 4 balles, je veux dire. Voilà. Dans la limite des stocks disponibles, attention. Ça part vite ces conneries. Voilà, vous en prenez 2-3 paires comme ça, si vous êtes en famille, avec des amis, tout ça, vous pouvez faire tourner et tout. L'idée c'est vraiment que personne regarde directement et aille se flinguer les yeux, quoi. Très con. Le lien dans la description pour les produits dont j'ai parlé, ainsi que pour avoir accès à tous les autres télescopes. Promenez-vous un peu sur le site, regardez bien, les produits sont toujours très bien détaillés, une explication de ce que vous pouvez faire avec, ce que vous pouvez pas faire avec, à quoi ça sert tout ça. Et mon petit doigt me dit que Optik Unterlinden est sur le point de lancer une chaîne YouTube, sur laquelle ils vont faire des présentations, des reviews, des tests, etc. Merci à Optik Unterlinden de me faire confiance, et nous on se retrouve dans quelques secondes pour la vidéo. Salut les gens, aujourd'hui un épisode relativement court pour vous raconter une anecdote pas piquée des hannetons. Oui, voilà, c'est l'été, y en a qui sont en vacances, qui profitent, qui n'ont pas leur nez devant YouTube tout le temps, mais peut-être qu'ils auront envie de se détendre quelques minutes, entre le moment où ils rentrent de la plage et le moment où ils partent pour l'apéro. Aujourd'hui les gens, on va parler astronomie, plus spécifiquement radioastronomie, et plus spécifiquement encore d'un signal particulièrement énervé qui a fait griller quelques neurones dans des cerveaux bien construits. Aujourd'hui les gens, on parle des périssiaux. Avant d'attaquer le détail, ne serait-ce que déjà parce que vous allez voir que le détail en réalité ça va aller vite, et comme on ne parle finalement pas si souvent d'astronomie sur la chaîne, même si en pratique on en parle peut-être quand même plus souvent que certaines chaînes d'astronomie. Non mais oh! Non, mais ça c'est une légende, On va commencer par faire un petit point sur comment qu'on fait pour étudier les machins qui se trouvent au-dessus de nos têtes. Déjà, vous avez l'astronomie classique, avec des appareils optiques, des télescopes optiques. Vous avez un système de lentilles, de miroirs, tout ça, vous collez votre œil dans un œilleton, et puis vous voyez des trucs, la Lune, les planètes, les galaxies, des amas stellaires, etc. Et ce truc-là, évidemment, c'était le top du top à l'époque de Galilée, évidemment. Mais ça pose un paquet de problèmes quand on veut étudier ça sérieusement, scrupuleusement, scientifiquement. Déjà, pardon de le dire, mais il n'y a pas 2 yeux qui sont pareils. Ce que moi je verrai dans un télescope ne sera pas exactement la même chose que ce que verra le gars qui posera son œil derrière moi. Aussi, on en a déjà parlé, épisode sur le Big Bang,
Le lien est dans la description. Dès que ça a été techniquement possible, on s'est dit que, en fait, prendre des photos de ce qu'on voyait, en vrai, c'était mieux. Déjà, ne serait-ce que parce qu'une photo, vous pouvez la regarder quand vous voulez, y compris en plein jour, quand les étoiles que vous observez la nuit sont sous vos pieds. Ensuite, parce qu'une photo ne se fatigue pas. Vous pouvez la regarder 2 heures après, ou 2 jours après, ou 2 semaines après. Ce qu'elle montre, c'est rigoureusement la même chose. En plus, ça va sans dire, mais une photo est bien plus précise qu'un croquis de ce que vous avez observé avec vos yeux. Puisque c'est une photo. Et notamment, ça signifie que si vous souhaitez étudier les mouvements de certains trucs, vous pouvez prendre plusieurs photos à des moments différents, et ensuite comparer avec un appareil de mesure dont la précision est fixe et connue. Et donc, la photoastronomie, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, la photoastronomie, outre le fait de prendre de très belles photos, ça vous permet d'étudier sérieusement et scientifiquement le mouvement des machins que vous regardez. Rappelez-vous, Henrietta Swan-Leavitt, tout ça, ce sont les photos qui ont permis de déterminer que l'univers était en expansion. Alors, pas tout à fait. Ces photos, elles ont permis de montrer, par exemple, que les galaxies s'éloignent les unes des autres. Mais pour arriver à comprendre que l'univers était non seulement en expansion, mais que cette expansion s'accélérait, il nous fallait un cran au-dessus, en fait. La radioastronomie. La photoastronomie, le principe est simple. Vous prenez des photos de ce que vous voyez dans le ciel. Ça veut dire que vous imprimez sur des plaques la lumière visible qui est captée par votre télescope sur la plaque. Voilà. Et vous avez d'un coup la photo de ce que vous observez. Sauf que vous savez bien que la lumière visible ne représente qu'une partie infime du spectre des ondes électromagnétiques. En termes d'ondes électromagnétiques, si on part des longueurs d'onde les plus courtes jusqu'aux plus longues, on a successivement les rayons gamma, ça c'est les rayons ionisants, radioactifs, le truc de Hulk, c'est véritablement le truc, vous avez vraiment pas envie d'être à côté trop longtemps. Les rayons X, ça c'est le truc des radios, alors des radios imagerie médicale, pas des radios qu'on écoute dans la bagnole. Les ultraviolets, alors ça ce sont les fameux UV qui vous permettent au choix de bronzer ou de choper un cancer de la peau. Ensuite seulement vous avez le spectre visible qui va du violet jusqu'au rouge en passant par le bleu, le vert, le jaune et l'orange. Après vous avez les infrarouges, les fameux infrarouges qu'on peut voir avec des caméras thermiques, etc. qui vous montrent en fait les rayonnements de chaleur typiquement. Ensuite vous avez les micro-ondes et au-delà, avec des longueurs d'onde méga grandes, vous avez les ondes radio. Pour le dire simplement, le spectre électromagnétique, ça va d'une longueur d'onde de l'ordre du centième de nanomètre, du dixième d'angstrom, jusqu'au kilomètre. Ordre de grandeur, kilomètre. Voilà, ok. Bon, et le spectre du visible, c'est 300 nanomètres dans tout ce merdier. 300 millionièmes de mètre. Donc là, on est bien d'accord, si on est capable d'étudier ce qui se trouve dans le ciel au-delà du simple spectre de la lumière visible, il y a un monde dans lequel on va apprendre des trucs. Et donc, la radioastronomie. Alors, tout de suite, c'est moins vendeur, parce que voilà, ça fait moins rêver, c'est moins romantique. Vous collez pas votre œil dans un viseur pour voir directement les trucs. En revanche, mais les trucs que vous mesurez là, putain, vous avez une précision qui est absolument inédite. Scientifiquement, il n'y a pas photo. Dans tous les sens du terme. Par exemple, on sait qu'une source d'hydrogène va émettre tel ou tel rayonnement très très précis avec une longueur d'onde bien précise. Ça s'appelle les raies spectrales, on en a déjà parlé dans la vidéo sur le spin, le lien est dans la description. Il se trouve que si votre source d'hydrogène, elle s'éloigne de vous, ou au contraire elle se rapproche de vous, ces raies elles vont être un petit peu déviées, plutôt vers le bleu ou plutôt vers le rouge, c'est selon. C'est l'effet Doppler. Ça c'est un truc que vous ne pouvez absolument pas capter avec votre œil. Voilà. Pour capter ça, il faut des ou des spectromètres, ou des spectrographes, il faut des spectrobidules. Et ces spectrobidules seront capables de vous dire, cet endroit-là qu'on regarde, il y a de l'hydrogène, il y a de l'oxygène, il y a du lithium, il y a du fer, etc., etc. Et tout ceci nous amène au sujet du jour. Presque. Oui, presque, parce qu'une fois qu'on est capable de capter tout ce qui est émis en termes de rayonnement par ce qui se trouve au-dessus de nos têtes, et qu'on est capable de le faire avec une précision ahurissante, évidemment qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on teste un paquet de trucs. Déjà, il y avait un paquet d'objets célestes qu'on avait imaginés, mais dont on savait pas s'ils existaient ou pas. Mais dont on savait que s'ils existaient, alors ils devaient émettre tel ou tel type de rayonnement spécifique. Go chercher ces signatures dans le ciel. Et si vous trouvez, c'est que l'objet existe. Mais également, évidemment, vous pensez bien, il y a également la question très sérieuse, c'est une véritable question sérieuse et scientifique, la question de y a-t-il de la vie
ailleurs dans l'univers. S'il existe une vie développée ailleurs que sur Terre, et si, et on est d'accord, c'est un gros et si cette vie a développé des technologies qui émettent des ondes, comme nous on le fait avec la télé, la radio, le téléphone, etc., alors si on capte de tels signaux provenant de loin dans l'espace, et que ces signaux ne peuvent pas être expliqués par une raison purement naturelle, bah peut-être qu'on aura la preuve de l'existence de la vie ailleurs que sur Terre. Alors ça voudra pas dire qu'on peut aller les rencontrer ou qu'ils peuvent venir nous rencontrer, hein. Parce que je rappelle que ces ondes-là, elles peuvent voyager des milliers d'années. Donc d'ici à ce qu'on prenne une fusée pour aller leur faire coucou, je veux dire, c'est totalement un autre sujet, hein. Mais ça n'enlève rien au fait que, si on sait que c'est là, bah ça prouve que c'est là. Et c'est déjà arrivé plusieurs fois par le passé, hein. On capte un signal qu'a priori on n'est pas capable d'expliquer naturellement. Et donc, comme on est scientifique, on s'empresse absolument pas d'aller prévenir la presse pour dire qu'on a trouvé E.T. On creuse d'abord. Et c'est comme ça, par exemple, qu'on a découvert l'existence des pulsars. Épisode sur les trous noirs. Le lien dans la description. Et globalement, j'ai presque envie de dire, malheureusement, jusqu'à maintenant, on a toujours trouvé une explication plus raisonnable et plus rationnelle que E.T. est en train de streamer. Sauf pour le wow signal. Je rappelle que le wow signal, il n'y a pas de consensus. Le wow signal, c'est un signal puissant capté le 15 août 1977 par le radiotélescope de l'Université de l'État de l'Ohio. Et en vrai, vous allez voir, ce qui pose le plus de problèmes de compréhension dans le cas du wow signal, c'est qu'il a été capté pendant 72 secondes, et ensuite, il n'a plus jamais été capté. Alors, juste pour l'anecdote, ça s'appelle le wow signal parce que l'astrophysicien qui l'a observé, Jerry Ehman, qui travaillait sur le projet SETI, la recherche de vie extraterrestre, ce gars-là, il se retrouve face à un signal que non seulement on n'est pas capable d'expliquer simplement et immédiatement, mais qui de plus, pour le coup, correspond à peu près pile poil à ce qu'on attendrait comme signature d'un signal extraterrestre. Et donc, sur le relevé des mesures de ce jour-là, bah, ce signal, il l'a entouré en rouge et il a écrit « Waouh » à côté. Et qui s'appelle Orio, le wow signal. Mais bon, je vais absolument pas m'éterniser sur le wow signal, c'est pas du tout le propos. Astronogeek en a fait une vidéo il y a 10 ans déjà, donc le lien dans la description. Donc, wow signal, pas de consensus. Mais attention, pas de consensus, ça veut pas dire qu'on n'a pas d'hypothèse. On a des hypothèses sur ce qu'était le wow signal. Mais comme il s'est jamais reproduit, bah on peut pas valider telle ou telle hypothèse. Et maintenant, on en arrive au cœur du sujet. Maintenant, on va parler des périciaux. Un péritio, c'est un machin qui ressemble très très fort à un autre machin qu'on connaît et qui s'appelle le sursaut radio rapide. Un sursaut radio rapide, ou en anglais Fast Radio Burst, ou FRB, c'est comme son nom l'indique, un sursaut d'ondes radio extrêmement bref, de l'ordre de quelques millisecondes. C'est un truc qu'on a commencé à capter, notamment dans les années 2000, dans le petit nuage de Magellan, et c'est un truc qui a quelques particularités bien spécifiques. Déjà, c'est un machin très énergétique. On estime qu'un FRB libère en 1 milliseconde l'équivalent énergétique de tout le soleil pendant plusieurs jours. Par ailleurs, c'est un machin qui vient de loin. Ceux qu'on capte sont généralement 1000 fois moins puissants que le signal qu'on capterait d'un téléphone portable qui serait sur la Lune. Donc ce qu'on capte, c'est vraiment pas puissant du tout. Il faut des appareils précis pour ça. Voilà, donc c'est des machins très très énergétiques qui viennent d'une autre galaxie. Il faudra attendre 2020 pour en capter pour la première fois qui vient de notre propre galaxie. Émis par un magnétar. Un magnétar, ou paraît-il magnétoile, il paraît qu'on dit ça en France, moi j'ai toujours entendu magnétar, mais ok, donc une magnétoile. C'est une étoile à neutrons dont le champ magnétique est extrêmement intense et qui émet un rayonnement électromagnétique de très haute énergie. C'est clairement pas un objet à côté duquel vous voulez passer, et à titre perso, je trouve que c'est un des objets célestes les plus terrifiants de l'univers. Et donc voilà, depuis 2020, on en a trouvé un de FRB qui venait de notre galaxie émis par un magnétar, et donc l'hypothèse aujourd'hui pour les FRB qui viennent d'autres galaxies, bah c'est l'hypothèse des magnétars, c'est que c'est émis par des magnétars, de la même manière. Sauf que notre histoire ne se passe pas en 2020, elle se passe avant. Donc maintenant, ce coup-ci, c'est bon, voilà, c'est acté, maintenant on parle des périciaux. Un péritio, donc je l'ai dit, c'est un machin qui ressemble à s'y tromper à un FRB, mais c'est un signal radio artificiel. Le premier à avoir été capté, c'était en 2001 à l'observatoire de Parkes, en Australie, mais qui n'a été découvert que 6 années plus tard, en 2007, justement en examinant des vieilles données stockées. Et voilà encore un truc qu'on peut pas faire à l'œil nu.
étudier une observation qu'on a faite il y a plusieurs années. Et donc, en 2007, après avoir trouvé ce machin qui date de 2001, Sarah Burke, qui est une astrophysicienne, elle a fait exactement ce qu'un scientifique doit faire dans ce genre de circonstances. Elle va pas courir pour prévenir la presse ou pour aller sur Instagram pour dire qu'elle a trouvé un truc chelou. Elle va d'abord creuser les données pour voir si il y a d'autres choses similaires dans les données. Ne serait-ce que, par exemple, voir si ce machin-là, c'est un truc qui se reproduit ou pas. Et si ça se reproduit, est-ce que c'est de façon périodique ou pas? Et elle découvre 16 signaux similaires, mais qui semblent venir d'un peu partout dans le ciel observé. Oui, les signaux recouvrent à peu près toute la zone du ciel observée par le télescope, par le radiotélescope. Bon, à ce stade, Sarah Burke, qui est quand même quelqu'un de sérieux, son hypothèse la plus plausible, c'est que ce signal, en fait, a une origine humaine, terrestre. C'est l'explication la plus plausible qui explique pourquoi on capte ce signal d'absolument partout, sans soulever de nouvelles questions auxquelles on ne saurait pas répondre. Rasoir d'Occam, je rappelle. On continue à la fois ces recherches jusqu'en 2015 et en creusant dans le passé jusqu'en 98, et donc entre 1998 et 2015, 46 péristios sont observés à Parkes. 46. Parfois, comme le 23 juin 1998, on en trouve plein au même endroit. Le 23 juin 98, on en a trouvé 16 au même endroit en l'espace de 7 minutes. Le truc, on l'a dit, c'est que les FRB, leur origine, classiquement, elle est extragalactique. Ça vient d'autres galaxies. Et là, il y a un paquet de spécificités aux péristios qui font dire que la source astronomique est exclue. J'entre pas dans le détail, mais les FRB, c'est sur une longueur d'onde qui est très précise et tout, alors que là, les péristios, ça se promène sur plein de plages, sur plein de faisceaux, enfin bref. Et donc, moi je veux bien qu'on dise que l'origine astronomique, ça pue la merde et qu'a priori, ça vient pas de l'espace. D'accord. Mais pardon, mais ça suffit pas. Dans ce cas, il faut me dire ce que c'est et d'où ça vient. On a alors commencé à mesurer les différentes éventuelles interférences autour du radiotélescope pendant qu'il bosse, pour voir si ça donnait quelque chose. Notamment pour voir si ça donnait quelque chose que le radiotélescope lui-même n'était pas en mesure de mesurer. Et on a bien fait de faire ça parce qu'on s'est rendu compte que chaque événement où on captait un péristio était accompagné d'un bref signal à une longueur d'onde d'environ 2,5 GHz. Et 2,5 GHz, c'est en dehors du champ de vision du radiotélescope. Donc c'est un truc que le radiotélescope ne captait pas. Ok, donc on voit autre chose, enfin, pas autre chose, on voit un truc en plus que ce que voit le radiotélescope. Ok, du coup, hypothèse. Avion, éclair dans l'ionosphère, orage dans les nuages, enfin, on étudie plein d'hypothèses, quoi. Et on a fini par trouver. Et asseyez-vous parce que celle-là, elle est cocasse. Vous allez adorer. Et juste avant de vous donner l'explication, sachez que toutes ces recherches-là, c'est des recherches scientifiques sérieuses, qui ont abouti à une publication. Une publication une publication scientifique, en juin 2015, dans le volume 451 du Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Le lien dans la description si vous voulez le lire. Et déjà, alors, les détections, quand on creuse, on se rend compte d'un truc un peu étonnant, a priori. Surtout si on imagine que ça vient d'une autre galaxie. Elles ont toutes lieu entre le lundi et le vendredi, et ça n'arrive quasiment jamais avant 8h du matin ou après 20h. Donc, s'il y en avait encore pour penser qu'il s'agissait d'un phénomène extragalactique, faut nous expliquer pourquoi ce phénomène extragalactique ne se produit qu'aux heures d'ouverture des bureaux. Oui, quand un truc se produit exclusivement pendant les horaires de bureau, ça sent l'explication plutôt locale. Oui. Et une hypothèse a été émise, puis testée et validée, scientifiquement. C'est la raison pour laquelle il y a eu une publication, qu'on soit clair. Et cette hypothèse, la voici. Dans les locaux de l'observatoire Parkes, en Australie, dans la cuisine, il y a 2 micro-ondes. 2 fours à micro-ondes. Et si vous faites chauffer votre burrito dans ce micro-ondes, et que avant la fin du timer, vous ouvrez la porte du micro-ondes, avant que ça ait fait pendant quelques millièmes de secondes, le magnétron du four à micro-ondes continue d'émettre. Il continue d'émettre donc un sursaut de micro-ondes que le radiotélescope à côté enregistre comme un sursaut radio rapide. Voilà. D'ailleurs, mais lisez l'article, dans l'article, ils mettent même la marque du four à micro-ondes et tout. Ils disent oui, voilà, c'était 2 fours à micro-ondes, tel modèle.
incroyable. Donc déjà, quand vous utilisez un four à micro-ondes, attendez la fin du timer pour ouvrir la porte, ou alors éteignez, coupez le timer avant d'ouvrir la porte. N'ouvrez pas pendant que ça tourne. Parce que même si c'est juste quelques millièmes de seconde, c'est pas fifou quand même. Quand je pense, putain, à tous les kebabiers que je connais, quand ils font chauffer le pain dans un micro-ondes, eux, le timer, ils savent même pas que ça existe. Hein. C'est-à-dire qu'eux, ils mettent, ça tourne, puis ils ouvrent et ils sortent. Ils se posent jamais la question, ils sont toute la journée devant ce machin. Ah, ça c'est sûr, les kebabiers, ils doivent en capter des périciaux. Et rappelez-vous que la science, c'est observer un truc, émettre une hypothèse qui explique ce truc, et ensuite vérifier si cette hypothèse est valide ou pas. Lisez l'article vraiment, parce que là, vous verrez que eux, pour tester, ils ont fait chauffer des trucs dans les micro-ondes. Des fois, ils laissaient le timer arriver jusqu'au bout, des fois, ils ouvraient avant la fin, voilà, et ils regardaient ce que le radiotélescope captait. Et ça a marché. Et j'adore cette histoire. Donc, passez d'excellentes vacances si vous êtes en vacances. On se retrouve dans 2 semaines pour la prochaine vidéo, et d'ici là, bien sûr, restez curieux. Et prenez le temps d'y penser.